Grosso modo, on a articulé ce survey sur 3 niveaux. Dans quelle conjoncture macroéconomique, géopolitique vous imaginez évoluer dans 3 ans? On s'est mis 3 ans. Désolé Stéphane, mais c'est une triennale et on est parti sur du 3-6-9. Et on s'est dit qu'une entreprise à 3 ans, elle devait avoir un plan, elle devait avoir une vision dans quel écosystème, dans quel marché, dans quel monde elle allait vivre. Évoluer. Et donc on a demandé un petit peu le contexte géopolitique et macro. Ensuite on a demandé de rentrer au niveau des marchés immobiliers et ensuite une troisième série de questions davantage sur les métiers, sur les séries de métiers. Qu'est-ce qui s'est passé sur le contexte géopolitique et macroéconomique dans lesquels vous vous projetez? Que nous disent en fait les dirigeants? Eh bien que 22% d'entre eux estiment que les tensions géopolitiques vont affecter durablement, sensiblement leur activité, mais il y a quand même 75% qui estiment qu'elle aura un impact minime ou indirect sur leur business. Les décideurs sont encore moins inquiets d'une dégradation du contexte social et politique en France et de ses conséquences. Je précise juste que ce sondage a été effectué avant la crise des retraites et avant la réforme des retraites, entre le 24 janvier et début février. Peut-être que ça peut changer un tout petit peu la perception, on verra ce soir. Les avis sont aussi partagés sur les effets de la politique économique et fiscale du gouvernement. Vous voyez, il y en a 39% qui estiment que la politique économique de l'exécutif est favorable au développement de leur activité, contre 27% qui la jugent néfaste. Ils sont aussi 29% à juger que la politique fiscale du gouvernement est favorable au développement de leur business. Je vous rappelle qu'on a baissé le taux d'IS quand même en France, contre 32% qui la jugent néfaste. On est un tout petit peu plus loin sur la grande stratégie qui a été annoncée post-Covid, la réindustrialisation. 70% estiment qu'elle aura un effet, notamment 43% pensent qu'elle va renforcer l'attractivité économique des territoires. Il y en a quand même 24% seulement qui s'attendent à une dynamique sur les projets immobiliers, et surtout, vous voyez, il y en a 30% qui pensent qu'elle frappe shit. Sur le contexte macroéconomique, il y a plus d'un décideur sur deux table sur une faible croissance économique. Je ne sais pas si la crise vient, mais en tout cas, la croissance semble s'éloigner. 23% s'attendent à une récession quand même. Et puis si on va encore un tout petit peu plus loin, il y a eu 2 facteurs qui ont émergé ces dernières années. L'inflation, quelque chose que les moins de 50 ans n'ont pas connu, c'est ça maintenant? Il faut remonter presque aux années barres pour retrouver un tel niveau d'inflation en France. Plus des 2 tiers des sondés anticipent une augmentation des prix et estiment que l'inflation aura de fortes répercussions sur l'immobilier. Donc on continue encore là-dessus, mais voyez, seulement 21% en forte augmentation. Et puis le deuxième paramètre, c'est les taux. On a cru, après la grande crise financière, que l'argent était gratuit. Et bien, les taux sont remontés et on voit que, pareil, à peu près les 2 tiers de nos sondés pensent que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter et que le financement immobilier, en conséquence, va se durcir. On est en plein dedans. Voici le premier item, un petit peu du contexte, surtout macroéconomique, dans lequel on se situe. Je vais poser ma première question au panel, et plutôt à Christian d'ailleurs, d'avoir un petit peu tes convictions et tes anticipations sur le plan économique. Sur quel scénario peut-être l'IEIF aujourd'hui travaille? Merci beaucoup. Bonjour à tous. On est effectivement sur alors, je vais regarder le triptyque croissance, inflation, taux d'intérêt. On pourrait parler de beaucoup d'autres choses, hein, les changements sociétaux qui ont été abordés juste avant, mais on va en parler après. La première chose quand même, c'est qu'effectivement, les perspectives de croissance, elles sont en ralentissement, très clairement. La relative bonne nouvelle, je trouve, de ce début d'année, c'est qu'on est moins en ralentissement que ce qu'on craignait. Notamment parce que l'économie chinoise s'est réouverte et qu'on a donc des perspectives qui ont été revues. L'OCDE vient de publier ses dernières prévisions avec une légère augmentation par rapport à ce qu'elle avait prévu il y a 6 mois. Mais globalement, on est quand même en ralentissement très net depuis le deuxième trimestre 2022. Les États-Unis, on anticipe une croissance de 1,5%. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une croissance aussi faible. 0,9 l'année prochaine. La zone euro, 0,8 cette année, 1,5 l'année prochaine. Et puis une France avec 0,6, 0,7 pour cette année et 1,2, 1,3 l'année prochaine. Deuxième élément sur l'inflation, on est à un niveau d'inflation globale qui est
plutôt au plus haut, ou alors qui commence déjà à diminuer légèrement aux États-Unis. Mais on a un niveau d'inflation sous-jacente, donc c'est l'inflation qui est, dont on enlève les éléments les plus volatiles, l'énergie, l'alimentation, etc., qui reste très élevé et qui, en zone euro, en France, est très élevé. En tout cas, historiquement élevé depuis un certain temps. Alors, tout le monde s'attend à ce qu'elle diminue petit à petit pour un certain nombre de raisons, parce que les blocages qui sont apparus avec la reprise de 2021 sont en train sont en train de disparaître, parce que la Chine s'est réouverte, etc. Pour autant, notre conviction à l'IEIF, c'est qu'on est très probablement à un changement de régime d'inflation et qu'on va vers une inflation plus forte structurellement pour longtemps, de l'ordre de 3-4%. En conséquence, les taux vont rester plutôt hauts. Et alors du coup, ben voilà, troisième point, merci. J'arrive à la politique monétaire. La politique monétaire, elle va rester restrictive jusqu'à ce qu'on observe des signes réels de réduction de cette inflation sous-jacente. Donc pour nous, alors on n'a jamais vu ça, hein, une hausse, en tout cas depuis le début des années 80, on n'a jamais vu une hausse des taux aussi rapide. 400 points de base aux États-Unis en un an, 300 points de base dans la zone euro. C'est extrêmement fort et violent. On attend encore une hausse de 25 points de base aux États-Unis et a priori, la Fed arrêterait. On verra bien. On attend encore 50 points de base en Europe. À notre avis, les taux directeurs ils vont rester élevés au moins en 2023 et pendant une bonne partie de 2024. Donc ça veut dire que le coût du financement va rester élevé. Et ça veut dire aussi que le référentiel de comparaison par rapport au niveau, à la rentabilité de l'OAT, qui est un référentiel qu'on utilise beaucoup, va rester élevé aussi. Merci beaucoup. Alain Taravella, vous partagez l'analyse de Christian et qu'est-ce qui vous inquiète le plus, si tant est quelque chose puisse vous inquiéter? Moi, j'ai des idées simples. Je pense qu'on n'est pas en crise. On est dans une période de faible croissance qui ne devrait pas entraîner de crise si les banques tiennent le coup. Oui, on est dans une crise extrêmement grave sur le plan immobilier, qui est l'immobilier complètement corrélé au taux d'intérêt. Et depuis 10 ans, la baisse continue des taux d'intérêt a fait monter les valeurs immobilières, les valeurs en général et les valeurs immobilières. Donc, pour reprendre, oui, j'ai peur. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de phénomènes sur l'immobilier et que le système, il y aura il y aura des problèmes, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de corrélation entre les valeurs monétaires et les valeurs d'usage. Et non, il ne faut pas tomber dans la torpeur. Il faut agir. Il faut agir pour nous, les professionnels, pour trouver, baisser. Il faut qu'on baisse nos prix de revient. Il faut retravailler les immeubles. Il faut intégrer ce qui peut être créateur de valeur dans un deuxième temps, mais par contre coûte de l'argent dans un premier temps. Il faut décarboner les immeubles. Il faut que les investisseurs acceptent d'avoir une moindre rentabilité sur leurs immeubles, parce que ça va coûter plus cher. Bon, c'est compliqué, parce que les investisseurs, ils ont 3 ou 3,5% de rendement garanti avec les obligations d'État. Et aujourd'hui, l'immobilier rapporte la même chose. Donc, les valeurs ont trop monté, il va falloir atterrir. Alors l'inflation peut nous aider, hein, c'est des conséquences des taux d'intérêt élevés se voient tout de suite. L'inflation, l'immobilier aime bien l'inflation. Donc s'il y a de l'inflation pendant 2 ou 3 ans, ça va absorber un certain nombre de choses. Mais là, en 23, ça va être compliqué. Emmanuel, Roman, vous partagez ce constat, cette analyse, et après on va rentrer un peu plus dans le détail sur tout ce qui est inflation. Alors, Alain Taravella disait l'immobilier aime bien l'inflation, peut-être. En tout cas, nos locataires n'aiment pas l'inflation, parce que évidemment l'inflation, elle se reflète directement dans les indices.
Leurs loyers sont indexés sur l'ILAT. Donc, assez automatiquement, les loyers prennent une énorme progression, alors même que le marché veut que, en tout cas dans certaines zones qui peuvent être sur-offreurs, les valeurs de marché restent stables, voire peuvent avoir des tendances baissières. Malgré ça, entre l'indexation qui se reflète, enfin l'inflation qui se reflète dans l'indice, donc dans l'indexation, les loyers augmentent automatiquement. Et il ne faut pas oublier que nos utilisateurs, ils raisonnent loyer, mais loyer plus charge. Et aujourd'hui, l'énorme impact de cette inflation sur le coût des matières premières et notamment le coût de l'énergie amène également à un niveau de charge, même si les propriétaires bailleurs que nous sommes essayons systématiquement de les maîtriser. Inévitablement, ces niveaux de charge augmentent et ça amène un poste immobilier chez les grands utilisateurs ou même les petits, un poste immobilier qui pèse de plus en plus fortement. Donc il y a une mesure d'ajustement qui va devoir, surtout quand le gap entre le loyer réellement payé et celui qui est affiché au terme du bail augmente du fait de l'accompagnement qu'on doit apporter à nos locataires, et non seulement sur le coût du loyer, mais comme je le disais, et surtout sur le niveau de charge qui, dans certains secteurs, peuvent doubler le loyer, hein. Quand le QCA, évidemment, dans Paris QCA, c'est pas du tout le cas, puisque vous avez des niveaux de loyer qui sont tellement élevés que le niveau de charge reste en pourcentage assez peu représentatif. Mais dès que vous vous éloignez un peu de Paris, il y a des niveaux de charge qui représentent 50 voire 60% des niveaux du loyer. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et on rejoint là aussi tout ce qu'on doit travailler sur nos immeubles et leur performance énergétique et leur impact carbone qui ont une incidence directe sur le niveau de charge. Allez, Roman, un premier commentaire d'abord, grosso modo, sur l'ambiance de crise ou pas crise. Oui, alors pour rester dans une tonalité un petit peu financière, hein, puisque c'était le sens des réponses, en fait, ce qui est posé, c'est la question finalement de la valeur. Et quand on pose cette question, on la pose finalement à nos deux publics, les investisseurs et les utilisateurs. S'agissant des investisseurs, ça a été dit, quand on parle de valeur, on parle beaucoup de valeur financière finalement. Je prends un loyer, un taux de cap, j'ai une valeur. Bon. Et ça finalement, c'est les paramètres, alors l'inflation, les taux, le loyer économique, facial, ainsi de suite. Bon. Donc on reste dans les purs finalement qu'on connaît, qu'on pratique depuis longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, la notion de valeur, elle est questionnée de façon beaucoup plus large et au-delà de la valeur financière d'un actif. Et on commence à parler effectivement de critères extra-financiers, de valeur extra-financière. Et finalement, ce qui est constitutif de la valeur, c'est la valeur financière. Et cette valeur extra-financière qu'on a encore quelques difficultés à... Il y a niveau normatif, alors voilà, il y a les critères ESG, il y a un certain nombre de choses, mais derrière, ça pose effectivement la question de c'est quoi l'autre pendant de la valeur, la face cachée pour l'instant. On parle de valeur d'usage, voilà, et ça va être effectivement au cœur des réflexions, parce que si je me tourne vers donc l'autre public, celui des utilisateurs, le questionnement autour de la valeur d'usage, et on y reviendra un peu plus tard dans nos échanges, mais elle est au cœur finalement de ce qu'un locataire est prêt à payer au niveau du loyer, de ce qu'il est attendu. Et d'autant plus aujourd'hui, où ça a été dit en introduction, je veux dire, j'en ai pas pour mon argent. C'est-à-dire que je paye un loyer cher, et en plus de ça, je n'utilise pas ou mal les locaux. Voilà. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet autour de la notion de valeur étendue, de redéfinition, et surtout d'aller créer et capter la valeur. Parce que finalement, si on reste dans la même équation, avec les mêmes paramètres, vu les fondamentaux qu'on vient d'évoquer, il va y avoir beaucoup de destruction de valeur. Mais est-ce que l'immobilier reste une valeur refuge? On parle de valeur, on a posé la question... j'essaie de trouver le bon. Voilà. L'immobilier va-t-il rester une valeur refuge pour les investisseurs? Oui, à 80%. Je vous écoute. J'ai pas envie d'acheter d'immobilier. Non, mais je vous le dis. Je préfère mettre à 3% au livret A, tranquille.
Oui, mais encore une fois, de quoi en parle-t-on? Est-ce que je suis dans une, voilà, dans une analyse et un regard de l'instant T, ou le propre d'un investisseur, c'est de faire un pari sur l'avenir. C'est pas de rester scotché sur le présent. Bon, et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de vous dire, et là aussi ça a été dit en introduction ce matin, bien sûr que le bureau n'est pas mort. Bien au contraire, parce que rien de tel que le lieu pour faire société. Il y a encore un appétit pour l'immobilier? L'immobilier reste une valeur refuge, d'abord, pour ceux qui achètent de l'immobilier pour eux. Quand vous achetez un appartement, vous raisonnez bien sûr en fonction du prix de l'appartement, mais c'est là où on retrouve la valeur d'usage. Vous achetez un appartement parce que c'est bien pour votre famille, que vous allez le payer pendant votre phase où vous gagnez de l'argent, que vous allez avoir un toit sur votre tête. Il y a plein d'éléments non financiers qui rentrent en compte dans la démarche pour acheter un appartement. Par contre, l'immobilier est une valeur refuge pour un investisseur à partir du moment où l'investisseur a le sentiment que quand il achète cet immobilier, il l'achète à un prix qui va lui créer de la valeur. Ce n'est pas un investisseur, par définition, il raisonne froidement. Alors après, il peut se dire, ce bien immobilier, c'est une valeur refuge parce que dans 3 ans, 4 ans, compte tenu de sa situation, on pourra le transformer, il pourra s'enrichir d'autres fonctions. Mais je dirais que l'immobilier de bureau, l'immobilier de centres commerciaux, c'est une valeur refuge à partir du moment où vous avez le sentiment que vous investissez au juste prix. On parle toujours d'immobilier comme une matière homogène, alors qu'en fait, ça cache une multitude de sous-jacents. Alors, on a posé une question pour savoir quelle était, selon vous, l'attractivité selon les segments d'actifs, lesquels vous voyez toujours dans notre fenêtre de tir de 3 ans, qui vont être en croissance et les autres qui vont être en stagnation, voire en décroissance. On voit que le résidentiel géré, près des 2/3 de nos panélistes disent « j'y crois dans ce marché ». On voit le rebond de l'hôtellerie, 1 sur 2 se dit ça va être en croissance. On avait enterré l'hôtellerie pendant le Covid, juste après le Covid, et on voit bien qu'il y a un effet rebond et un effet presque revanche. La logistique, certains ont acheté à 3,10, en pensant que c'était l'avenir, on pense encore 1 sur 2 qu'il y a de la croissance. Quel est pour vous, et puis voilà, résidentiel classique, commerce, je vais passer directement à la slide qui va faire mal, c'est celle du bureau. Qui fait 50% de l'allocation d'actifs des institutionnels. Je rappelle que derrière des institutionnels, il y a des privés, il y a des particuliers, il y a potentiellement ceux qui se disent qu'ils ne vont pas attendre 64 ans pour prendre leur retraite, ou 62 ans, je ne sais plus où on en est dans la réforme. Bref, 7% seulement qui pensent que ce marché va être en progression. J'ai juste envie de poser la question, est-ce qu'il faut jeter le bureau? Emmanuel? Bah oui. Il ne fallait pas prendre la responsabilité de la foncière tertiaire. Si on jette le bureau, je perds mon job, donc je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée, parce que vous le savez, la foncière tertiaire ICAD ne gère quasiment que du bureau et part d'activité. Donc non, certainement pas, il ne faut pas jeter le bureau. C'est ce qu'on se disait, même si aujourd'hui on sent, alors il y a même eu presque une réelle aversion au bureau, mais comme on se le disait, le bureau, ça sera toujours l'incarnation d'un lieu, l'incarnation d'une société, l'incarnation d'un esprit d'entreprise. Certes, il y a du télétravail. Certes, on le rappelait ce matin en introduction, c'est vrai, quand vous allez le lundi, le vendredi, parfois même le mercredi, dans les bureaux, les plateaux sont déserts, ça peut faire peur. Mais alors le mardi, c'est parfois la crise du logement dans les bureaux parce qu'il n'y a plus personne. Tout le monde revient au bureau parce que c'est le jour où il n'y a pas le télétravail, c'est le jour où les managers veulent voir leurs équipes, c'est le jour où les équipes veulent voir leurs collaborateurs, enfin leurs collègues. Et ce jour-là, parce que avec le télétravail, certaines sociétés se sont empressées de réduire drastiquement leur surface, ce jour-là, tout le monde n'a pas un siège. Mais juste une question, peut-être, Roman. Est-ce qu'aujourd'hui, prendre des bureaux à 1 000 € du mètre dans le QCA, je sais que je prends le top, pour un taux d'occupation qui varie entre 30 et 40%, est-ce que finalement, ce n'est pas un sport de luxe? Et que ça reste juste réservé à quelques entreprises qui, aujourd'hui, sont les premières capitalisations du
CAC 40 ? Derrière ta question et ce qui vient d'être dit, ça pose encore une fois la question de la valeur. Et aujourd'hui, pourquoi de tels loyers ? Parce que souvent, ces loyers sont associés à une localisation qui privilégie la centralité et l'accessibilité, et qui sont des facteurs excessivement structurants de l'attractivité d'un lieu et donc de l'entreprise en termes de recrutement. Et avant l'immobilier, l'enjeu des boîtes aujourd'hui, c'est un enjeu RH. Comment j'attire, je retire mes talents, comment je fais en sorte que les gens que j'ai donnent le maximum de ce qu'ils ont à donner. Quand vous regardez d'autres classes d'actifs, on parlait des centres commerciaux, on parle de l'hôtellerie, on parle y compris du résidentiel, il y a un énorme travail qui a été fait autour de l'usage. Énorme. Le bureau, et parce que c'est la classe d'actifs dominante, le bureau est un peu paresseux. Un investisseur me disait un jour, mais je lui disais, pourquoi tu n'investis pas plus dans le bureau ? Il me dit, mais parce que le bureau est un investissement paresseux, il ne travaille que 8 heures par jour et encore. Donc c'est intéressant derrière ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en termes qualitatifs, il va falloir effectivement qu'on produise du bureau, au niveau programmatique, qu'on questionne les usages et qu'il y ait plus de valeur ajoutée, effectivement plus de digital, plus de serviciel. Il va falloir qu'on produise ce qu'on appelle un bureau augmenté, finalement, pour réenchanter le lieu, pour qu'effectivement on ait des gens qui acceptent de revenir au bureau. Un bureau enchanté pour le même loyer ? Pour le même prix ? Pour le même, mais peut-être même pour plus cher. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate. Les dernières transactions, on est à plus d'euros, 1000 euros le mètre carré. Mais parce que ce sont des bureaux qui sont effectivement particulièrement bien localisés, centralité, accessibilité, particulièrement conçus, particulièrement bien équipés. Parce que la question, effectivement, c'est aussi derrière le qualitatif, c'est le quantitatif, c'est le nombre de mètres carrés. Pourquoi je paye plus cher mon mètre carré ? Parce que, effectivement, je l'utilise mieux. Et qui plus est, quand on est dans un environnement flex office, si on n'a pas du digital pour aller piloter les occupations, on se retrouve effectivement avec des phénomènes de pic de fréquentation, on ne sait pas user les usages, et tantôt j'ai pas assez de mètres carrés, tantôt j'en ai beaucoup trop. Globalement, depuis 1999, donc depuis 24 ans, l'absorption nette n'a pas arrêté de diminuer. Elle est passée de 1 million en 1999 à 100 000 mètres carrés l'année dernière. Ça veut dire que on prend des surfaces mieux localisées, de meilleure qualité, etc. Mais on rend du stock et on en rend de plus en plus. Quand on regarde aussi l'évolution de l'emploi de bureau, parce qu'on suit ça à l'IEIF, vous avez en fait l'emploi de bureau a diminué parce qu'on est aujourd'hui dans une... on a une diminution de la population active qu'il faut commencer à intégrer dans nos pensées. L'emploi de bureau, il est passé de 27 000 créations d'emplois en Île-de-France pendant la décennie 2000 à 14 000 créations d'emplois chaque année en Île-de-France pendant la décennie 2010. Et quand on regarde l'évolution du parc de bureaux, il s'est ajusté avec beaucoup de retard. Maintenant, il est ajusté, mais il a mis à peu près 5 ans à s'ajuster. Qu'est-ce que je veux dire derrière ça ? C'est qu'il me semble aussi que, certes, il y a des bureaux qu'il faut réenchanter, qu'il faut recréer, etc., mais il y a aussi un parc énorme de bureaux qu'il va falloir transformer. Ma dernière question, c'est au-delà de la conjoncture économique, ses conséquences sur les marchés immobiliers. Est-ce que finalement, vous, dans votre agenda, est-ce que la question climatique n'est pas celle qui supplante toutes les autres priorités? Non, ça ne surplante pas. C'est un accompagnement, c'est un incontournable, il faut faire avec. Ça fait partie maintenant du paysage et ça rentre évidemment dans nos réflexions. Ce n'est pas au-dessus. Il y a autant, la décarbonisation, la performance énergétique, la lutte contre le changement climatique, etc. C'est intégré à nos réflexions pour reconfigurer le bureau, pour retransformer nos immeubles, etc. Ça ne devient pas le seul et unique sujet. C'est partie intégrante aujourd'hui de notre travail et de nos réflexions. Romain. Notre questionnement, il est plus dans l'équilibre à trouver, le juste équilibre à trouver entre les impératifs dictés par effectivement l'impact de l'immobilier sur le développement durable et sur le climat et la biodiversité et la qualité de vie au travail. Et tout l'enjeu, il va être de trouver, parce que l'un ne peut pas se faire au détriment de l'autre, et c'est la combinaison des deux qui nous permettra de sortir par le haut. Donc c'est plus là-dessus.
Christian ? Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est lutte, atténuation, enfin, lutte contre le changement climatique est déjà très pris en compte. Je pense qu'il va falloir accélérer encore sur l'adaptation au changement climatique parce que ça accélère, quoi. Alain ? Oui, bien sûr, il faut en tenir compte. Ça ne va pas simplifier les choses parce que le changement climatique, tout le monde est convaincu. Mais il ne faut pas oublier que ça coûte très cher. Donc ça va intervenir dans les décisions. Oui, il faut l'intégrer. Oui, dans les 2 ans qui viennent, on va continuer de le faire. Que ce soit toute transformation de bureau aujourd'hui doit se faire aux nouvelles normes. Tous les logements doivent respecter de nouvelles normes. Donc tout ça fait partie des enjeux. Avec les enjeux, il faut régler ces problèmes-là en même temps que des enjeux plus traditionnels de prix de revient, etc. Oui, ça va. Les 2 ans qui viennent vont être amusants. Merci beaucoup. Merci infiniment, on peut les applaudir.